Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce et Lisa Lotto. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bienvenue sur Métropole. Merci d'accepter d'échanger avec nous. Non, et merci beaucoup pour l'invitation et cette opportunité. Monsieur l'ambassadeur, depuis quelque temps, notamment depuis le week-end dernier, les bandits sortent de leur trou, les bandes criminelles, pour tenter de s'imposer ou encore de gagner de nouveaux territoires. Vous êtes présent sur le terrain, vous êtes en Haïti et vous vivez, comme nous autres, cette terrible situation. Quelle est donc la réaction de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince? Bien sûr, nous sommes préoccupés avec ces actions des gangs comme toujours. Alors, c'est les gangs qui toujours attaquent la population, qui veut déstabiliser la vie de chaque Haïtien. Mais je pense en même temps, c'est un certain signe de succès. On a vu qu'avec les actions du gouvernement d'Haïti, avec l'appui de MSS, il y avait des tentatives de prendre l'un des leaders des gangs. Et ça a créé, je pense, une réaction. Même dans notre quartier, il y avait des efforts pour trouver vite l'homme. Avant, il y avait les attaques directes contre barbecue. Alors, je pense qu'il y a une certaine préoccupation des gangs qui maintenant, ils voient qu'il faut réagir dans un certain sens. En même temps, avec les attaques déplorables contre la population artibonite dans les autres villes, on a vu les tentatives des gangs de créer des crises dans les autres zones du pays, puisque les ressources qui sont limitées de sécurité doivent être divisées. Mais en effet, nous savons qu'on a vu que c'est avec un certain courage que la police nationale, l'armée nationale, les éléments de MSS, ils sont engagés même dans notre quartier aujourd'hui et dans les autres régions du pays, parce que nous savons soit de conseil présidentiel, soit de premier ministre, nous savons que tous les Haïtiens, ils cherchent un big win, quelque chose de concret qui peut montrer que même avec les ressources toujours limitées, qu'il y a cette capacité de faire face aux gangs. Alors pour nous, c'est la priorité des priorités. Comme vous savez, la semaine dernière, il y avait une visite d'un autre officiel de Maison-Blanche de notre Conseil national de sécurité. Et là, le message était de notre appui pour la sécurité nationale, pour le progrès national vers des élections, vers des réformes, mais aussi de dire que ce n'est pas le moment maintenant d'avoir des divisions politiques, soit au niveau de TPC, de CPT, soit au niveau du gouvernement avec les chefs d'État. C'est le moment de concentrer, d'être unis dans ces efforts contre les membres de gang qui, depuis longtemps, a voulu détruire la vie de chaque Haïtien. Je demeure quand même confus à entendre le terme succès de votre bouche, alors que depuis le week-end dernier, depuis jeudi dernier, monsieur l'ambassadeur, c'est un cauchemar pour les habitants de Solino, de l'Arcahaie. Et les gangs gagnent du terrain, je veux bien le répéter, monsieur l'ambassadeur. Et je ne comprends pas, et je me suis dit que beaucoup d'Haïtiens peuvent avoir des difficultés à comprendre le succès dont vous parlez, monsieur l'ambassadeur. Je pense, non, bien sûr. Il y avait les attaques partout, mais ça, c'est une réaction des efforts du gouvernement, les efforts des MSS. Il y a même aujourd'hui une discussion au niveau du Conseil de sécurité à New York concernant le futur de MSS,
avec l'appui du gouvernement haïtien pour avoir une mission de paix qui peut avoir plus de ressources, mais même avec les ressources existantes. Nous voyons que le chef de police, nous voyons que le commandant de MSS, ils sont engagés chaque jour. Il faut réagir, mais je pense pour la première fois depuis longtemps, il y avait un changement de tactique. C'est le gouvernement qui veut attaquer les gangs et ça, c'est la réaction. La réaction des gangs est de créer plus d'instabilité. C'est pas sûr. Alors, c'est clair qu'il y a des risques avec cette stratégie. Les éléments de sécurité, avec les ressources qu'ils ont, ils sont prêts d'attaquer, mais nous savons qu'il y a toujours des limites de leur capacité. Mais nous savons qu'au moment qu'on peut prendre l'un des leaders, ça sera un changement significatif, je pense, psychologique. Ce que nous avons vu, que n'était pas le cas avant, nous avons vu en réaction, les gangs sont plus près de coopérer l'un avec l'autre. De passer au maximum, la coordination entre les gangs était de faire la même chose au même temps dans leur zone. Mais on a vu ici dans Tabar qu'il y a maintenant des renforcements des autres groupes à Vitalon. Et dans le passé, on n'a pas vu la volonté des gangs de partager leurs ressources avec les autres. Et ça, c'est une réaction. Monsieur l'ambassadeur. Il y a des risques, je pense, pour les prochaines semaines, mais le fait que les gangs sont maintenant en réaction de cette nouvelle stratégie, ça indique même de mon point de vue un progrès. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit des négociation. otages... J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui n'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contacts avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu qu'il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre
les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés. Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, quand le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs ont suggéré un cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée d'accepter bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, ce n'est pas le moment pour ce genre de négociation parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur?
Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. Ce n'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sommes en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent, il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale. L'ambassade américaine a sorti un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois en danger? Avez-vous parfois peur pour votre sécurité, monsieur l'ambassadeur? Bon, moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff qui nous sommes en opération limitée. Depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade ciblée par les gangs, mais il y a toujours des conflits. C'est évident que nous sommes dans une zone rouge, cette zone de tabac. Depuis les mois, j'ai vu plus en plus de commerce, même quand je suis arrivé de Boudon aujourd'hui, j'ai vu que même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce, mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées aujourd'hui, probablement demain aussi, pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de Tabar. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de certaines gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, dont les États-Unis, par exemple, seraient derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Avez-vous entendu ces critiques, ces commentaires? Oui. Non, j'ai vu même aujourd'hui, et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les gens qui veulent déstabiliser, qui font accusation des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui est stable, qui est en train vers le retour vers la démocratie, qui est en train de développement, parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis. Ce que nous avons souligné avec les leaders de gouvernement pendant la visite la semaine dernière, c'est le moment maintenant. Bon, bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis et pour le moment, c'est difficile de voir qui va gagner, quel parti sera en pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y a des conflits au sein de CPT, s'il y a des conflits entre
le conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui c'est utile pour la communauté internationale qui est en train de voir leur contribution, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. L'ennemi, c'est bien sûr, c'est les gangs. Et c'est les gens qui donnent appui aux gangs. Alors, c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte interne. Est-ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou bien n'est pas à écarter? Cette option n'est pas à écarter. Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit continuation du même parti ou soit un autre parti. Alors, c'est pour eux, c'est de décider les options. Mais pour le moment, je ne vois pas l'appui de population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire dans le sens bilatéral de premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense que c'est même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait leur contribution de leur police, de leur militaire pour le MSS. Il y a la France, les États-Unis, Canada, particulièrement Canada et États-Unis qui a financé l'opération. Mais on n'a pas vu une grande réaction de tous les pays de la région, de communauté internationale pour financer et donner les moyens nécessaires pour le MSS. Alors, dans ce sens, c'est important de renforcer la capacité, mais toujours pour nous, notre préférence est de voir les options multilatérales. Nous avons compris à travers vos propos, monsieur l'ambassadeur, que ce qui se passe en Haïti, je dirais même le bras de fer, si je peux m'exprimer en ces termes, entre le CPT et la primature pourrait, selon vous, projeter une mauvaise image. Je pense que la phrase créole n'a pas jeté un chaudier usé pour chaudier neuf. Alors, ça veut dire que ce n'est pas le moment de recommencer au zéro avec le processus politique. On a vu et on a salué le Conseil présidentiel pour le progrès qu'ils ont fait en établissant la commission électorale, pour établissement la commission pour les réformes constitutionnelles, même pour établir ce gouvernement avec un premier ministre qui a beaucoup travaillé. Dans nos contacts avec le gouvernement, on a vu les efforts de choisir les gens, particulièrement en termes de sécurité, qui sont dédiés, qui veulent avoir des changements, qui utilisent même les ressources du gouvernement pour renforcer votre propre capacité. Alors, il y a des mesures positives de deux côtés qui doivent continuer, mais de notre point de vue, quand à l'extérieur, c'est important que les deux groupes travaillent ensemble. Il reste toujours du côté de présidence avec le débat sur le changement constitutionnel. Je pense qu'il n'y a pas une vraie politique nationale et il faut penser, et ça c'est le rôle du chef d'État. Il y a beaucoup à faire, pas seulement en termes de sécurité, mais en termes de développement, de santé, des autres priorités du gouvernement, qui c'est l'obligation du gouvernement, du Premier ministre et son cabinet. Alors, c'est le moment pour les deux côtés de travailler dans le domaine pour l'avancement commun. On a déjà vu avec la création de commission présidentielle, ça c'était, en vérité, c'était tous les groupes politiques, toutes les forces vives qui ont décidé de travailler ensemble en termes de futur du pays. Et il faut continuer dans ce même aspect.
Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement dans son ensemble, le CPT et la primature ont le plein soutien des États-Unis. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, non, bien sûr. Si on voit la situation quand je suis arrivé en mars, à ce moment, il y avait le risque de collapse complète de sécurité. On a même parlé de possibilité à ces jours d'avoir un président barbecue. Alors, ils ont travaillé, toutes les forces ont travaillé beaucoup pour être loin de cette possibilité. Mais c'est important de maintenir ce progrès, c'est important de continuer vers les entrées des Haïtiens pour ne pas retourner à ce même risque que les gangs peuvent gagner. Maintenant, je pense qu'un peu des activités des gangs et le fait qu'ils voient une certaine instabilité politique. Et ce n'est pas utile de donner cette image aux gangs qu'il y a la possibilité de déstabiliser la stabilité du pays au niveau politique, hors de questions de sécurité et des conflits armés. Les États-Unis, monsieur l'ambassadeur, supportent la mission MMS qui compterait 2500 hommes. Mais nous avons appris que le camp ne peut recevoir que 1000 hommes. Quand est-ce que, ou encore comment est-ce que vous allez aider à augmenter la capacité? Bon, dans ce sens, oui, le camp principal, dans la stratégie de gouvernement avec le MSS, il y a des idées d'avoir des autres petites zones de contrôle. Nous sommes déjà avancés d'avoir une petite base de MSS École nationale de police. Il y a l'idée d'avoir une autre base au niveau de Porte, qui est directement lié avec la sécurité économique du pays. Alors, dans ce sens, c'est l'idée de créer des autres zones en avance. Et ça, c'était la stratégie de MSS, parce qu'on a vu dans le passé, si les éléments de sécurité fait une visite dans une zone, mais il doit retourner chez eux en fin de journée, ça veut dire que les gangs seulement, il va retourner. Alors, il y a cette stratégie avec l'appui du gouvernement américain et avec les autres partenaires de voir comment nous pouvons augmenter les lieux de présence, soit de police nationale, soit de MSS, soit de l'armée nationale. Monsieur l'ambassadeur, il est évident aujourd'hui que la formule CPT et primature bat de l'aile, surtout suite au scandale des 3 conseillers impliqués dans la corruption présumée. Pouvez-vous partager le point de vue de votre gouvernement à ce sujet? Bon, on a laissé aux Haïtiens de trouver leur propre solution. Ce n'est pas idéal et je sais qu'il y a plusieurs qui ne sont pas contents que les impliqués sont toujours là. Mais le plus important était de maintenir la stabilité de l'institution, d'avoir une institution qui peut travailler. Je sais que maintenant, avec le rapport de l'ULCC, ça donne au gouvernement, il doit décider de ce qu'il veut faire avec les gens, s'il y aura une enquête formelle ou non. Nous avons accepté et nous avons même salué cette résolution parce que c'était important d'avoir une solution pour continuer avec le CPT. C'est dans le domaine légal du gouvernement de comment il va continuer dans ce sens. Pour nous, nous restons toujours, comme on a fait avec les sanctions contre l'ancien président Martelly, de voir quels sont les gens qui sont actifs en termes de déstabiliser. Il y a toujours ces outils qui sont à notre disposition dans un sens bilatéral de montrer qu'il y a les gens qui sont contre les entrées de population haïtienne. Mais par exemple, quand nous avons fait la visite la semaine dernière, nous avons parlé avec tous les membres du Conseil présidentiel parce que c'est l'institution et nous n'avons pas le choix de dire non, on va parler seulement avec l'un ou l'autre.
Deux dernières questions, monsieur l'ambassadeur. Comme il a été convenu, on n'allait pas déborder. Deux dernières questions. D'abord, si les Haïtiens arrivent à trouver suffisamment de fonds pour payer les frais que réclame le Salvador, par exemple, pour venir résoudre le problème des gangs, quelle sera la position des Américains face à un accord bilatéral entre ces deux États? C'est la première question. OK, bien. Toujours le gouvernement haïtien, c'est souverain. Ils ont le droit de faire des contrats, de faire des organisations de sécurité. Déjà, si on parle d'El Salvador, ils sont déjà engagés pour un déploiement en faveur des MSS, des hélicos d'évacuation pour les gens qui sont blessés dans le combat. Et nous sommes avec eux toujours en termes de voir où se trouvent ces hélicos et quelles sont les conditions meilleures pour leur présence. Parce que vraiment, on a vu avec maintenant, il y a des éléments de MSS à Artibonite, il y a des zones qui sont assez distantes de l'aéroport, alors il faut avoir la capacité de transport. Et même nous saluons que c'était les efforts du gouvernement haïtien qui a trouvé le financement pour l'hélico qu'ils ont eux-mêmes alloué pour aider avec l'assistance aux polices nationales. Alors toujours, c'est le droit souverain du gouvernement de faire le propre accord avec les autres pays. La ministre Dominique Dupuis a affirmé récemment que réussir la transition maintenant est plus importante que réussir l'organisation des élections. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais que pour le fait que finalement, il y a une CIP, ça c'est important et c'est quelque chose qui n'a pas passé pendant plusieurs années. Ça donne la condition pour avancer vers des élections. Il y a aussi ce comité qui doit proposer un référendum vers le mois de février de décider quel type de gouvernement. Nous savons comment sera difficile ces élections parce que c'est pas évident qu'il y aura 100% de sécurité dans toutes les régions du pays si on parle des élections en octobre, novembre de l'année prochaine. Il y a des options. Il y a des options que le gouvernement a discutées. Il y a des options qu'on a vues dans les autres pays. Mais c'est vraiment, je pense, avec le dialogue de quel type de gouvernement il y aura, quelle sera la participation de diaspora dans ces élections, quelles seront les conditions de sécurité sur le terrain. Est-ce que ce sera possible pour tous les Haïtiens de faire des élections au même jour? Est-ce qu'il faut avoir une autre formule? Pour nous, c'est important et nous avons noté depuis le commencement de commission présidentielle, ils ont souligné en date finale de leur mandat qui c'est en février de 2026. Alors, jusque maintenant, je n'ai pas vu un manque de volonté politique, ni du côté de chef d'État, ni de chef de gouvernement pour le lieu des élections. Mais il y aura bien sûr les questions techniques, sécuritaires de voir. Et nous savons qu'il y aura du côté de l'ONU, il y aura un groupe de voir les nécessités dans le mois de novembre. Et avec cette étude, je pense que la communauté internationale sera mieux préparée de voir si ces dates sont raisonnables, si on peut le faire et comment on va le faire. Mais bien sûr, nous sommes là comme l'un des partenaires principaux pour aider vers ces élections parce que tout ce système maintenant, c'est extra-constitutionnel, même avec les gens de bonne volonté, mais c'est important que la population haïtienne a le droit de choisir le propre leader. Merci, monsieur l'ambassadeur Denis Hankins, et à bientôt. Oui, merci. Le Point est une courtoisie de Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Des difficultés techniques nous ont empêché d'écouter la réponse de l'ambassadeur à la question posée qui avait rapport
à la tenue des élections ou encore à la réussite de la transition. À la régie, on essaie de faire le nécessaire, on pourra revenir étant donné qu'on s'approchait de la fin de l'interview. Mais en attendant, justement, nous allons accueillir Pierre-Antoine Louis comme promis. Pierre-Antoine Louis, bonjour et merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour nous aider à décortiquer l'interview de l'ambassadeur Denison Kent. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices et tout staff Métropole, c'est toujours un plaisir. Oui. En 2 mots, 3 paroles, qui sont retenus comme temps fort ou comme point fort de cette interview? Moi, j'entendais l'ambassadeur d'abord parler d'un big win, c'est-à-dire une grande victoire, un coup d'éclat en matière de sécurité. Je pense que c'est extrêmement important. Ça a montré qu'il y a la recherche toujours d'une stratégie appropriée pour la question de sécurité. Maintenant, au niveau politique, moi, j'entendais tout que les États-Unis préoccupés par situation délétère qui existait dans 2 sens au niveau politique. À la fois, le caractère bicéphale du pouvoir exécutif, même s'il n'a pas dit directement, côté conseil présidentiel là, avec le Premier ministre là, en conflit ouvert, et aussi situation qui prévaut, côté qu'il y a 3 conseillers qui ont en difficulté politique par rapport aux allégations de corruption. Et moi, j'entendais que l'ambassadeur a essayé de faire Haïtien comprendre que ça, c'est pas ça lié. Comme quoi, il y a des avancées faites en matière de sécurité. Il parlait de succès. Surtout que parlait de succès et que c'est ça qu'a fait la aujourd'hui, c'est une réaction des bandits à des efforts qui faits de la part du gouvernement et la police nationale, la mission multinationale. Par contre, si mal comprendre. Oui, bon, tout à fait. Je pense que le peuple haïtien a certainement salué que la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont fait de gros efforts. C'est évident, nous ne pouvons pas décourager ça. Mais pour la plupart des Haïtiens, nous vivons une situation chez nous. Situation sécuritaire au fait est empirée parce que le fait que il y a 2-3 personnes dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, dans Andimi et Odelma, avec Pétionville et un petit parti dans Boudon, plus ou moins capable de vivre avec quiétude, pas signifié pour nous-mêmes Haïtiens qu'il y a des avancées au niveau de sécurité. D'ailleurs, nous, la mission multinationale d'appui à la sécurité, souvent des tout Haïtiens, il y a tout son bagage qui est nul. Que Mounsao, c'est tout risqué, c'est ça à dire. Mais l'ambassadeur a obligé, parce que les États-Unis ont engagé, dépensé comme, et le deal que les États-Unis avec le Canada, c'est 2 plus grands bailleurs financiers, les États-Unis en premier lieu. Donc, il a fait effort pour l'ouest. S'il est capable pas décourager la mission multinationale d'appui à la sécurité, mais nous-mêmes, au niveau de la sécurité, qui sont haïtiens, il y a une police haïtienne qui a bout de souffle, qui a couru dans tous les sens parce que les bandits sont très actifs. Effectivement, c'est parce que pas de bon big win. Non. Par exemple, vous entendez l'ambassadeur parler de M. Vitellum, il cite le nommément, qui a été fait opération pour essayer de capturer. Bon, moi-même, ancien US Marine, m'a dit que si vous avez essayé de capturer M. Vitellum, vous avez échoué lamentablement, et ce n'est pas stratégie ça pour être utilisé, ce n'est pas tactique pour utiliser pour être utilisé. Pour moi-même, moi, je dit bien avant Force Lavini que les Forces Lavini, première opération d'envergure que mission multinationale d'appui à la sécurité a participé là-dedans, il n'est pas qu'à échouer. Il faut qu'il soit bien planifié au niveau stratégique, il faut qu'il soit bien exécuté au niveau tactique. Si son big win il a cherché, il a échoué lamentablement, pour conséquence là, même l'ambassade la paye à travers des dégâts collatéraux. L'ambassadeur a fait tout ça, il était capable, dans la question qu'on a posée, pour être capable de faire le comprendre, pour l'expliquer nous, qui rapport qui est entre les États-Unis avec les groupes bandits qui n'ont parage ambassade là. Moi, je crois que quelque part, il y a une salade de mots qui fait l'ambassadeur un petit peu confus. Moi-même, personnellement, je ne sais pas quoi elle te dit,
que les États-Unis ou encore l'ambassade en discussion avec les groupes, terroristes qui n'ont pas l'ambassade là. Je crois que c'est juste et que là, c'est un petit difficile pour lui expliquer qui s'est passé. Moi, je crois que c'était des dégâts collatéraux parce que je ne crois pas que Bandi réellement voulait attaquer l'ambassade là frontalement en tant que tel. Et je crois que c'est point ça, l'ambassadeur a dit, mais que l'ambassade là était vigilant, il a essayé de comprendre ce qui a passé dans les parages de l'ambassade, parce que c'est quand même extraordinaire que les États-Unis d'Amérique qui portent un paquet d'équipements dans le pays, pas qu'à protéger l'ambassade. Mais je profite de tout pour me dire que les États-Unis sont pas responsables de la sécurité de externe en dehors de l'ambassade là. Sécurité ambassade là, c'est pays d'accueil là, Haïti qui est responsable. Par contre, à l'intérieur de l'ambassade, moi je crois que les États-Unis ont suffisamment d'atouts, de moyens pour défendre tête dedans. Mais c'est dehors, c'est sous responsabilité Haïti. Et évidemment, il y a un problème dans la zone là pour déclarer, il n'y a pas ni big win ambassadeur t'a cherché, elle pas fait. C'est un échec pour moi lamentable parce que approche là t'es doué pour verrouiller zone là. Moun pas entrer, moun pas sortir jusqu'à ce que moun soit déposer les armes ou bien yo goumé et puis force de sécurité yo éliminer yo. Malheureusement, c'est pas ça fait. Moi, ouais, que l'ambassadeur, dans la réponse que le Bayo, il parlait tout de risques, des risques pour les prochaines semaines. Est-ce que... Bon, oui, parce que... Oui, excusez, semble votre fini. Oui. Elle parlait de risques pour les prochaines semaines. Est-ce que ça veut dire que nous devons attendre à d'autres attaques de la part des bandits? Ou bien est-ce que il n'y a pas un revirement? Bon, effectivement, la population espère un revirement. Cependant, est-ce que le possible, sont questions de poser, moi pas dans le secret de l'ambassadeur, matin, on fait un entretien même avec collègue qui est extrêmement édifiant avec le ministre de la Sécurité publique, de la Justice et de la Sécurité publique, qui évoquait un communiqué qui était que était signé, publié, qui dit que il y a des gens mal intentionnés, des individus mal intentionnés qui voulaient attaquer le Premier ministre. Donc, est-ce que l'ambassadeur a quelque part fait référence à ça? Est-ce que l'ambassadeur a voulu faire nous comprendre, tout comme des messages que vous voyez aux ressortissants haïtiens, excusez-moi, américains qui sont aux États-Unis, qui sont vigilants, surtout dans la zone de l'ambassade? Bon, oui, parce que dans la mesure où il y a une stratégie qui fait que les forces de sécurité entreprennent des opérations qui soldées par un échec, dans la mesure où notre ambassadeur à Homo, l'idéal c'était capturer l'homme innocent ou bien éliminer le, neutraliser le. Si c'était le cas, bon, c'est un échec. Et chaque fois qu'il y a un échec, attendons à ce que bandits mettent en position stratégique pour être capable de faire en sorte que Jean de Bagassa pas arriver encore. Est-ce que c'est l'ambassadeur a dit prémonitoire? Si le prémonitoire, c'est un bagage qui est extraordinairement grave et nous devons attendre à ce que les forces de sécurité haïtiennes prennent disposition pour reprendre. Et je crois que l'ambassadeur, en quelque sorte, ce n'est pas ça que je l'ai dit, mais mettez-nous en garde contre l'attentisme que les Haïtiens ont gagné sur la mission multinationale d'appui à la sécurité. Par contre, l'ambassadeur lui-même est cadeau. Est-ce que le déploiement poursuivre? Est-ce que tous les policiers avec soldats qui prévoient pour déployer sur terrain, il n'est pas capable de tout ça? Donc, si les bandits en mode offensif, ou en mode offensif au niveau de la CAE, ils sont en mode offensif au niveau de Solino, et ils sont en mode offensif au niveau même de l'ambassade des États-Unis. Police là malheureusement à bout de souffle avec les moyens que vous gagnez qui pas suffisant malgré certains blindés de transport de troupes que vous recevez. Donc effectivement, donc pour les gens qui vivent à Haïti dans la zone métropolitaine, on doit être extrêmement vigilant par rapport à enlèvement contre rançon, par rapport à des balles perdues. Côté que même le gouvernement d'où que la sécurité du Premier ministre est menacée. Donc, nous songeons ça que passe le président, qui a été évoqué matin avec le ministre là. Donc, on va comprendre que l'ambassadeur a dans ce sens quand nous service que
Moun doit extrêmement vigilant parce que semblait que le jour va plus sombre que plus bon. Même parler à l'armée moun, on est capable d'analyser par rapport à ça des deux côtés du gouvernement haïtien et de l'ambassadeur ce matin. L'ambassadeur a dit que il n'y a pas toujours un contrôle journaliste. Là, c'est de faire allusion à l'image que nous avons, côté que des journalistes ont rencontré des chefs de gang connus. Et l'ambassadeur a dit que lui-même, tout le monde préoccupé par rapport à ça, même doit connaître qu'il n'y a pas de contrôle tout journaliste américain qui a rentré en Haïti. Tout à fait. Un journaliste qui a rentré en Haïti, il n'a pas même besoin d'informer l'ambassade là. S'il fait ça, il fait juste pour qu'on est là si tu as un problème, on dit à évacuer, américain pour évacuer. Parce que s'il a laissé rencontrer avec un groupe bandit, et puis le groupe bandit a soit enlevé ou bien il est en difficulté, par exemple, où un journaliste est venu, et CNN est venu à rencontrer Vitel Homme. Juste bon ambassade là, moun qui kon zone là, ouais exactement qui côté côté. Si on va être arrivé, ambassade là pas faire un pour c'est pas écoutez bon, t'es diplomate dans ambassade là, qu'on l'homme de service, gon moun qui relève dit au kidnappeur américain, puis dans tête il pense nous t'avoir voyer marine à libérer petit lia. On dit monsieur mon mal comprendre. Nous pas là pour ça. Vous comprenez même moi que t'es diplomate si t'es kidnappé. Vous comprenez, c'est pas que cavalier t'a pas débarquer. Donc non, c'est pas ça du tout. Les États-Unis n'ont pas aucun contrôle sur la liberté d'expression ou bien de fonctionner des journalistes. Journalistes ont fait affaire, l'ambassade là qui ne doit pas même au courant. Journalistes là aller sur le site du département d'État, la preuve que Haïti en niveau 4, pas voyager, li comme ça. Et l'arrivée, il prend contact en Haïti, qui n'a pas rien pour avec l'ambassade là. Je connais grand pile haïtien qui pas comme ça. Mais l'ambassade là pas déterminé. Et qui un journaliste américain ou bien un freelanceur, n'importe américain qui décide de la venir là, ou qu'on voit vidéo sur YouTube, côté où vous êtes venu en Haïti, vous rencontrez gang, l'ambassade là pas aucun contrôle ça, le gouvernement américain pas aucun contrôle ça. Moun yo fait affaire pour compte yo, yo prend risque pour compte yo. C'est contact par eux qui va gagner pour avec les États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur est complètement correct sur ça. Est-ce que pas une différence, ou bien est-ce qu'il y a une différence entre une attaque sur véhicule ambassade là et une attaque sous ambassade là? Est-ce qu'il y a une différence? Bon, en principe, une attaque sur véhicule ambassade là, si moun qui tire son sous véhicule là connaît son véhicule l'ambassade des États-Unis, son attaque sur les États-Unis d'Amérique. Ouais, parce que le véhicule là jouit d'une immunité diplomatique. En dans véhicule là, c'est un peu pareil en dans l'ambassade là. Donc, si vous n'avez pas contre ça, le faire, bon oui, son attaque sur les États-Unis d'Amérique. Cependant, on dit que on dans la rue, il y a un bagage comme ça qui arrive, il est difficile pour déterminer ce qui passe, qui j'en le passe, l'ambassadeur Abdil, mais ça montre qui j'en, même les lieux qui sont réputés être les plus protégés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et du bas Artibonite, enfin, zone métropolitaine de Port-au-Prince, je me suppose qu'il y a jusqu'à l'Arcaïe, et du bas Artibonite, qui j'en, c'est un petit peu une contradiction dans cet ambassadeur Abdia, dans sa autorité au Abdia, qui s'apparente en quelque peu à une propagande parce que ouais, la situation extrêmement corsée, je ne peux pas l'ajouter sous lui. Mais ça a démontré dans quel sens que on s'est prudent comme moi ou bien comme n'importe quel citoyen ou réellement pas en sécurité en Haïti aujourd'hui. Moi, je t'ai posé, ambassadeur, une question sur l'option négociation entre le gouvernement et les chefs de gang pour une dégel situation. Et comme je connais que les Américains toujours dit qu'ils même ne pas négocier avec les terroristes. Et même dans le cas pas noir, moi ouais que l'ambassadeur en parlait, il dit non, pas de négociation. Bon,
Haïti, son pays souverain, premièrement, malgré tout ça, nous entendons. Donc, ça, autorité haïtienne a décidé de faire, c'est ça regarder et engager que eux-mêmes. Cependant, Haïti impliqué dans un contexte international à travers la mission multinationale d'appui à la sécurité que le Conseil de sécurité le 30 septembre qui se passait là, renouvellement d'AL avec la résolution 2751. Et puis bon, il y a une résolution 2752 qui suit lui, qui établit, qui projette le régime de sanctions, notamment interdiction de voyager, gel des avoirs et embargo sur les armes contre les gens qui semer plutôt le deuil, ou bien les gens qui encouragé, les gens qui semer le deuil dans le pays. Donc, dans le cadre international, ça, il y a un difficile pour l'autorité haïtienne entamer une discussion directe avec des gens qui ont des armes qui apparentés à des terroristes qui ont terrorisé la population. Il y a une analyse pour l'autorité au fait. Si on fait ça, quelles conséquences ça a gagné par rapport à la relation avec la communauté internationale, d'une part. D'autre part, si on stratégie, côté que l'autorité haïtienne comprennent que yo pral entamer un processus côté effectivement il y a cherché des big wins, des grandes victoires, des coups d'éclat, côté yo pral faire des opérations offensives pour rétablir la sécurité dans les zones assiégées. Et que on partit dans la politique ça, c'est mettre un programme en place pour que terroristes qui décident de déposer des armes pour être capable d'encourager à déposer des armes, que vous ne pas liquider, à gagner un processus de désarmement pour en fait accueillir si vous voulez déposer les armes. Mais dans tout conflit armé, en Russie, contre l'Ukraine, gain ça. Côté si vous voulez déposer les armes, pour gens pour accueillir. Donc, gain ça à tout, et je crois que la communauté internationale là, qui veut le désarmement, démobilisation, désarmement et réintégration, vous connaissez un processus formel dans le cadre du système de l'ONU. Il y a des normes qui établissent qui j'en ça fait. Donc, il y a une différence entre le processus de DDR, j'aime ce décrit là, et des gens qui terrorisent une population et puis qui veulent dire impliquer dans le système politique là pour ne pas terroriser la population. Marge de manœuvre là extrêmement restreint si Haïti veut rester dans le cadre international côté le trouver aujourd'hui. Est-ce qu'autant des réponses, ambassadeur, à question sur Salvador? Oui, il dit Haïti son pays souverain. Si Haïti voulait entamer un processus avec El Salvador, il a fait ça. Mais je ne pas prendre ambassadeur au mot. Moi, je pense que qu'on limite côté autorité haïtienne, nous pas réellement qu'à franchir. Il y a un commandement au sein de la mission multinationale d'appui à la sécurité que le Kenya a mené, et le commandement et le contrôle de la mission multinationale. Donc là, réellement difficile pour Haïti à entreprendre une activité parallèle avec El Salvador, d'autant plus que résolution 2699 là, projet par la résolution 2751, expliquait que pays qui voulaient contribuer à la mission multinationale d'appui à la sécurité, ils ont gagné pour informer, leur fin discuter avec le Kenya et Haïti, ils ont gagné pour informer le secrétaire général des Nations Unies que vous voulez intégrer mission, et puis au sujet aux règles d'engagement et au concept d'opération de la mission. Maintenant, qui ça règle d'engagement, moi, je ne vais pas connaître, qui ça concept d'opération, nous pas connaître. Donc, si ça fait, on va Bénin proposer pour venir contribuer 1500 à 2000 soldats, ou après que ça pas réellement arrivé aucun côté, parce que mais Haïti lié par engagement que Kenya prend pour prendre le commandement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, l'ambassadeur a dit qu'il est question qu'El Salvador est capable de venir avec hélicoptère d'évacuation de blessés, de monde qui a participé, ou bien encore de policiers qui ont participé dans la mission multinationale d'appui à la sécurité. Et dans ce sens, on ne peut pas même quoi que ça veut dire que les soldats haïtiens qui ont blessé tout,
Bon, on t'a dit c'est une opération où tu as évacué le monde ça autour. Mais l'ambassadeur a été flou sur question ça. Donc, c'est la question. On a une question politique qu'on est là. L'ambassadeur a abordé avec nous. D'abord, question importance stabilité. Me dit que en pile monde longe douette sous les États-Unis et d'autres pays de la communauté internationale, côté que tu as fait quoi que c'est eux-mêmes qui derrière situation ça que nous vivons aujourd'hui. Ça me songe que le répondre, il dit que même il y a pour stabilité dans la région. Est-ce que vous avez des réponses là? Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Oh oui, je des réponses là. Bon, moi, je crois que l'ambassadeur a correct. Je ne sais pas qui ça les États-Unis ont pour tirer, qui profite dans l'instabilité en Haïti, qui soit du Cap Haïtien ou de Port-au-Prince, à peu près 100 minutes selon la vitesse du vent de l'aéroport international de Fort Lauderdale ou de Miami. Je ne sais pas qui ça les États-Unis ont gagné pour tirer d'instabilité en Haïti. Avec 1300 km de côte, problème ça t'a posé pour l'ouest de la mer des Caraïbes ou encore la République dominicaine, ainsi de suite, ou encore les îles Turques et Caraïbes, le Bahamas, et monter jusqu'à la côte est des États-Unis. Donc, je ne sais pas qui ça les États-Unis ont pour tirer. Moi, je crois tout simplement que Jean nous t'ai toujours dit là. Gagner une mauvaise pratique que les élites économiques, intellectuelles et politiques haïtiennes gagnent côté que les États-Unis viennent le levier d'ascension sociale pour Haïti. Les États-Unis viennent une sorte de pays qui ont veto sur les décisions qui t'a supposé souveraines sur la gouvernance d'Haïti. Ou après, l'ambassadeur a pris ensemble pour dire, l'autre posé question, que en ce sens de la recherche de la stabilité en Haïti, il dit, s'agissant des trois conseillers qui sont impliqués dans l'affaire corruption, les Haïtiens doivent trouver leur propre solution. Bon, le dit en français, bien dit, sans problème. Qui donc, les États-Unis, gens officiels qui ont visité récemment là, on est en situation, et moi-même, moi personnellement, j'ai réitéré, en tant qu'Haïtien, bon, pendant pas la même là, je suis consultant international à l'étranger. Dans quelques jours, je vais rentrer dans le pays en fin de mission. Ce qui est important, c'est qu'au niveau de la présidence et de la gouvernance du pays, enfin, du gouvernement du pays, tu as supposé gagner une cohérence, une cohésion. Chaque institution a un rôle. Vous entendez l'ambassadeur expliquer que le président a un rôle pour casser la politique générale du pays. Sauf que nous n'avons pas élu un accord du 3 avril qui est axé sur 5 axes de gouvernance. Il y a un rôle pour le président a joué, il y a un rôle pour le primature a joué. Moi, je crois qu'effectivement, l'ambassadeur a raison, il est de bon ton que la présidence et la primature, bien encore le conseil présidentiel, la coordination du conseil, en l'occurrence, monsieur le conseiller président Leslie Voltaire, bon, ils ont doué, chita ensemble, ils ont doué chita ensemble, ils ont convenir de un modus vivendi, ou modus operandi, côté que vous mettez d'accord sur qui gens va aborder les grandes questions. Par exemple, un organe de contrôle de l'action gouvernementale qui vous mettez. Mettez-le. Il y a un décret portant création et fonctionnement d'un Conseil national de sécurité et de défense. Appliquez-le. Décret sur la mise en place d'un Conseil national et d'un organe national d'intelligence, bien de renseignement. Mettez-le en place. Donc, moi, je crois que l'il a intérêt, toute entité et gouvernementale, je dis en Haïti, CPT
et prématuré, puis entendre parce que ça qu'a fait la journée, pas honorer et li mettre yo même en danger et li fragiliser davantage la sécurité pays. Il parlait tout de mauvaises images que ça projetait à l'extérieur. Tout à fait, parce que ça fait depuis ça qui passe dans les Nations Unies, où l'ambassadeur a fait référence à ça. On a l'impression que Haïti a fonctionné à double vitesse. Regardez ça qui passé dans les quelques jours, dans les 2 jours écoulés. Le Premier ministre a convoqué l'état-major des forces armées, convoqué le haut commandement de la police nationale, la présidence fait de même. Il aurait été judicieux que vous fait l'ensemble. La Constitution a attribué, on dit, l'autorité sur les forces armées à la présidence. Et le Premier ministre est le responsable, ou bien le président du Conseil supérieur de la police nationale, qui voulait dire qu'il n'est pas commandé la police, mais il est responsable d'un organe qui suit les orientations stratégiques de la police. Donc, il aurait été mieux, nettement meilleur, que le Premier ministre, là, avec le Conseil présidentiel, là, mettez ensemble. Mais l'organe de problème qui existait au sein même du Conseil présidentiel, c'est peut-être le moment pour nous dire, sans pas mettre l'huile sur le feu, que 3 conseillers qui impliqués, avocats que Mia comprennent que ils sont pas coupables de rien, ils sont pas jugés, pas de bon tribunal impartial qui dit que sont coupables. Mais au niveau politique, situation intenable. Il n'est pas capable d'être gens liés. Conseil présidentiel là pour le structurel. Problème immobilier ça faut qu'il camper. Si nous n'avons pas voulu démissionner, moi-même dans tête pas et conseiller a supposé pour une disposition pour suspendre pays, pour retirer les policiers qui ont sécurité, pour refuser de travailler avec eux. Ils ont même dû prendre une décision salutaire pour le pays, pour aller l'école, tout haïtien t'a comprendre ça bien, parce que c'est impossible pour le conseil présidentiel là projeter une image de cohérence dans ses actions, un tiers, 3 sur 9 conseillers et 3 sur 7 conseillers qui ont droit de veto dans la situation ça. Donc moi-même je crois que sincèrement pas même voulu font critique et destructive problème qui gagne entre même le ministère des Affaires étrangères appuyé par la primature contre la présidence, tout bagage ça délétère, yo pas honoré moun yo pas bon pour pays et ambassadeur a utilisé toutes les postures diplomatiques li sont un diplomate de haut niveau, me travaille avec le Mali, son monde de bon commerce pendant 6 mois me travaille avec elle et son un diplomate de rang qui peut-être à la fin de sa carrière tellement qu'il longtemps dans la diplomatie, ça fait 2 pays moi-même je connais, il sauf Mali il vient ici en Haïti comme ambassadeur. Mais je pense que la communauté internationale là, même dans la déclaration que Mme Maria Isabelle fait, Salvador fait devant le Conseil de sécurité, moi je crois que y a un grand malaise par rapport à gens qui ont comporté en Haïti, surtout que ils comprennent que nous n'avons pas joué de légitimité, personne n'a pas élu. Et puis aujourd'hui, c'est l'image qui a baillé. Donc, pour être que ça fragilise la sécurité du Premier ministre, par contre, sécurité qui l'autre monde li fragiliser, moi-même pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Dans le commentaire, moi je vois que si on quitte un vide, côté que on l'État dans déliquescence pareil, côté que ou pas ba force sécurité au moins malgré la propagande pour le capable venir à bout de situation sécuritaire là, pour le capable faire des big wins, Jean-Ambassadeur a dit là, de grandes victoires, des coups d'éclat, à côté que des opérations faites où systématiquement il y a des poches de terrorisme, d'assiègement, cap libéré, côté et contrôle routier reprend. Mais au lieu de ça, ouais que une espèce d'offensive qui a fait presque à la fin février, début mars, et seule raison qui fait il y a des gens qui ne pas ça fait, c'est parce que yo ka circuler toujours en quelque sorte au niveau de tiers espace restreint dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Mais moi, je crois que messieurs, dames qui ont pouvoir, trouver nous ça pour enterrer la rage de guerre parce qu'ils ne sont pas capables de venir à bout de situation sécuritaire. Ça, et oublier même question élection,
Malheureusement, nous pas attendre réponse ambassadeur, mais pas ouais qui gens connaît américain qu'on fétiche, OK, américain veut élection. Pour eux, d'ici le 7 février 2026, il y a une élection en Haïti. Normalement, il y a plus que 14 mois avant le 7 février 2006, où on t'a voulu quoi, non, 15 mois quoi. Où on t'a voulu quoi que ça a fait. Cependant, là n'a regardé ça là, sincèrement, est-ce que priorité Haïti aujourd'hui à ces élections? Oui. Le conseil électoral, là, tu as supposé a fait des démarches, mais nous connaissons tout que pas qu'à faire élection, côté nous pas qu'à faire campagne, parce que pas de sécurité. On connaît tout que les deux départements les plus populeux, ça veut dire qu'il y a plus de monde dans le pays, c'est l'Ouest et l'Artibonite. Deux départements, ça, nous pas qu'à circuler là-dedans aisément. Donc, il y a des graves problèmes. Donc, priorité aujourd'hui, pour moi, en vent sécurité, c'est l'harmonie au sommet de l'État. Et deuxièmement, nous avons besoin d'harmoniser ça pour être capable de force de sécurité au moins, parce que l'heure est 2 jours de suite, ou bien peut-être le même jour, par contre, qu'on est exactement qui ça fait, il y a 2 autres autorités qui après les mêmes mounios, qui au sommet de l'État, par contre, qui est-ce qui a passé l'ordre, qui ça peut faire? Imaginons, ou chef police, ou bien, ou commandant chef des forces armées d'Haïti, ou connaît la hiérarchie, ou connaît qui est qui supposé passer l'ordre. En plus, on connaît tout que la culture politique haïtienne, président c'est chef. Imaginons dans cette situation ça. Imaginons la République dominicaine, pendant on a essayé de 10 000 Haïtiens là, chaque semaine, vous entendez la chancelière, la ministre des Affaires étrangères, pratiquement en rébellion contre la présidence et soutenue par la primature. Donc, on pense que tout bagage ça vraiment décorrigé. Et M. Damio fait un dépassement pour être capable de jouer une façon, pour retirer le peuple haïtien dans sa liée là, il n'est pas possible si on ne peut pas entendre. Par contre, si mémoire permet de songer, Alvin P. Adams, qui était en Haïti au cours des années 90, M. d'abord le petit surnom, Bourrique chargé, pas campé. Vous songez? Nous songeons. Très bien. Hier, ambassadeur a bon petit proverbe tout. Alors, je vais essayer de décortiquer pour moi qui ça veut dire. Ça n'est pas difficile pour moi. Elle dit, nous pas doué jeter chaudière isée pour chaudière neuf. Sur le plan politique, qui j'en comprennent le proverbe ça au même? Bon, mais qui j'en comprenne? M'a dit, téléspectateurs, auditeurs, que pas ambassade, pas diplomate américain encore, depuis 12 ans. J'ai démissionné pour essayer d'arrêter des pays. Donc, je ne pas dans le secret des dieux. Mais, moi, ouais, que dans ce pays là, le problème qui est entre primature et présidence là. Probablement, si Leslie Voltaire a fait tout ça, et là encore, ouais, Leslie Voltaire, par exemple, même pas la veille, pas connaît. Mais je pense que si Leslie Voltaire a fait tout ça, il a provoqué Gary Coney. Je pense que quelque part, les Américains comprennent que la situation qui était prévue au New York, pratiquement il y a 2 délégations. Les Américains sont très institutionnalistes. Les Américains comprennent que la présidence gagne des prérogatives. La présidence a une autorité sur le gouvernement conformément à l'article 136 de la Constitution. Ils comprennent que l'ambassadeur a même dit que le Premier ministre pourrait coordonner le gouvernement, mais les grandes lignes sont tracées par la présidence. Donc, non pays normal. Vous comprenez que on dit ou dans Matéli avec Kony encore. Vous connaissez Matéli cherche une façon de faire Kony démissionner actuellement là. Parce que pour la présidence, il y a un petit genre difficile, lui, pour fonctionner avec un Premier ministre qui carrément apprend des attributions présidentielles, côté là, il réunit des soldats. Il dit même, une vidéo, moi, pour le Premier ministre, 10 soldats, ou même pas quoi, c'est ça, le Premier ministre, il dit non, mais il dit, est-ce que nous avons? Bon, je pense peut-être qu'il veut dire est-ce que nous avons, dans le sens que moi, c'est chef du gouvernement, et puis il faut que moi, résultat au quotidien par rapport à la sécurité. Mais le Premier ministre, là, il faut qu'il excès parce que même avec la présidence, soldats au Pakaï, avec le pays, ils recevoir des autres, ils exécuter les autres. Donc, je pense que l'ambassadeur a compris que capable de velléité politique, parce que le matin des leaders politiques va parler,
moins suspect que le Premier ministre là en faiblesse politique. Je pense que c'est une espèce de, je ne vais pas dire avertissement, vous comprenez, parce que nous pas dans la période ça. Côté une ambassade étrangère, passer l'autre dans un pays, je ne sais pas que c'est ambassadeur a dit, mais je pense que c'est une espèce de mise en garde que c'est faut qu'on y entende. Vous comprenez, il n'est pas bon pour nous révoquer Gary Coney, pour nous recommencer avec nous, pour nous chercher l'autre Premier ministre, nous ne pas entendre nous, ça va causer l'autre problème. Donc, vous êtes avec Chaudière et Cuisé, ouais, elle a fait bon manger. Parce que Chaudière neuf là, bon temps pour le prendre, pour venir prendre forme ni, vous comprenez, l'aluminium dans tout neuf, par ça. Donc, je pense que c'est là et ambassadeur et l'acteur politique, mettez de l'eau dans du vin nous. Et entendons-nous, nous pas besoin de chambarder des bagages là, parce que d'ailleurs, si vous chambardez des bagages là, il est là avec nous tout. Et je pense que le message là a bien tombé, mais c'est bien malheureux pour Haïti, parce que 220 ans plus tard, nous pas t'admettre. Donc, c'est comme ça que vous comprenez, pas jeter chaudière isée pour chaudière neuf. Donc, ça veut dire oui. Que option tabula rasa que politiciens haïtiens auraient évoqué très souvent, les États-Unis pas marcher derrière ça. Pas marcher derrière. Pourquoi ça? Parce que, ouais, mon ambassadeur Hankins et Wendell, ils sont de fins étudiants de l'histoire de pays côté yo posté. Vous comprenez ça parce que premier tabula rasa nous fait, c'est le 17 octobre 1806. Après ça, qui s'est passé? Christophe, le numéro 2, t'as supposé président, monsieur, il va faire président, c'est Wapoulier. Parce que le modèle anglais allemand, d'ailleurs, Christophe t'est fait en Grenade. Ouais, monsieur sont anciens et ressortissants et britanniques. Donc, qui s'est passé? Le pays a divisé en deux. Le Royaume du Nord, la République du Sud. Et ça arrête comme ça, ok, jusqu'en 1820, le Christophe Coué tête. Et en 1818, Pétion mourit. Et puis Boyer, et en 1820, Vin a fait pays à Vin font seul. Donc, on a des fins étudiants de l'histoire, il y a tout qui s'est passé après. Le président Jovenel Moïse fin mourir, depuis le pays a encore plus mal. Donc, il faut comprendre que Haïti non perpétuel le commencement. D'ailleurs, c'est le péché originel de ce pays, hein, d'Haïti. Ou assassiner un employeur, et puis le pays a divisé en deux. Et puis, depuis le nous avons là. Donc, son perpétuel le commencement. Et je pense que c'est espoir américain. Et dans le sens où il y a stabilité en Haïti, bien que, bon, les États-Unis veulent stabilité en Haïti, et ils n'ont pas qu'à vouloir plus passer haïtien. Donc, c'est haïtien pour comprendre que dans ça, là, pas de l'autre bagaille qui est arrivé. La fait pays a plus mal, le peuple a souffert plus. C'est une. Et si moun yo persiste, yo même y a fragilisé tête yo parce que regarde ça passé Dessalines, regarde ça passé Jovenel Moïse. Le tout premier président qui a une légitimité parce que indépendance dans tes balil, il te mené tout pour indépendance, le père par excellence de la nation, et puis le dernier président élu qui a une légitimité, regardez qui ça passe. Donc nous américains comprennent ça, nous haïtiens doivent comprendre ça tout, et messieurs dames cap goumen doivent comprendre ça. Alors, Gondi, tu as tout conclu l'émission avec moi, puisque nous sommes entrés, nous reprendre pour verbe ambassadeur, et pas j'étais chaudière isé pour chaudière neuf. Téléspectatrice l'ont dit, nous sommes obligés de citer cette fois-ci Coupé Chloé, qui te dit lui-même, entendre pour entendre nous. Entendre pour entendre. C'est ça, Wendell. C'est un bon message pour finir l'émission et pour l'auditrice là. Merci infiniment, Pierre-Antoine Louis. M'a rappelé que bientôt, on a gagné avec nous, surtout dans l'occasion veillée électorale. Et je suis content de parler avec vous hier, où dit que vous faites faire réservation pour entrer en Haïti uniquement pour venir nous coup de main dans le travail. Correct. Et je ne suis pas hypocrite, je dis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. Moi, j'ai toute nationalité, moi, américain tout. Hier, mal voté. Et je fais pour me capable de venir à temps, pour me capable dans la métropole. Peut-être qu'on a bien fait une émission avant l'élection, et puis tout, pour nous faire VA. Et je ne pas faire l'avant, comme je l'ai fait l'année passée. Excusez-moi, comme je l'ai fait ça, il y a 4 ans. En 2020. En 2020, exactement.
Merci Pierre-Antoine Kembela et puis bonne journée. N'a pris en contact même si qu'on pas en Haïti qu'on y a là. N'a pris en contact. Merci. À bientôt. Bonne journée. Moi mission m'a fini bientôt. Pays a manqué mon pile et vous connaissez moi pays et Haïti sous comme toujours. Surtout Torbec. Vous avez suivi madame monsieur. Très bien. Moi-même Jacques Mel manqué mon pile. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous. Rendez-vous demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce et Lisa Loto.